Bonjour à tous, bienvenue à la causerie du jour. Bienvenue aux quelques personnes qu'on a aujourd'hui. On a des troisième années de la formation ingénieur par apprentissage, ingénieurs généralistes qui sont en option transition écologique. Et on a quelques salariés qui nous font le plaisir d'assister à cette causerie. Nous attendons aussi beaucoup de gens en live, donc merci à vous d'être derrière votre tablette, ordinateur, portable. Je rappelle que les causeries saisies, c'est un cycle de conférences qui s'organise tous les mardis de 13 à 14, de fin octobre à fin avril, organisé sur Saisie Nanterre, sur le site de Saisie Nanterre, dans l'amphithéâtre, qui malheureusement n'est pas plein, mais qui peut recevoir jusqu'à 250 personnes en temps normal. Nous avons donc la possibilité de diffuser ces conférences via un lien live que vous pouvez diffuser à vos réseaux professionnels et personnels. C'est un lien unique pour l'ensemble de la saison, gratuit, aucune inscription à faire. Vous cliquez à 13h et tout se passe très simplement. Nous abordons 4 domaines de thématiques différentes. Vous pouvez le voir, méthodologie professionnelle, entreprise du 21e siècle, sciences humaines ou culture générale. Et aujourd'hui, nous allons aborder donc le sujet de la RSE dans les entreprises, responsabilité sociétale des entreprises, grâce à Jeanne Brett qui nous fait le plaisir donc d'intervenir aujourd'hui. Vous avez la possibilité de lui poser des questions via le mail des causeries, causerie au pluriel, idfc accroché, @saisie.fr. Vous envoyez un mail, vous précisez si vous êtes un apprenant, si vous êtes un apprenant, quelle formation, quel centre, afin que je puisse vous identifier et poser votre question à votre place. Et ça sera comme ça, on gardera une petite partie interactive à la causerie. Vous n'hésitez pas non plus, si vous avez des questions sur les causeries ou des propositions de sujets ou de causeurs qui vous intéresseraient pour la saison prochaine, vous envoyez toutes ces informations sur causerie au pluriel idfc@saisie.fr. Ce mail permet également de récupérer le support quand on a l'accord du causeur. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, si le support vous intéresse, vous faites une demande à ce mail. Et nous avons la possibilité de vous proposer quelques replays. Alors, ce n'est pas automatique. C'est vraiment sur accord du causeur. Et vous les retrouverez sur la playlist Les causeries saisies sur YouTube Saisie. N'hésitez pas à aller voir si quelques sujets vous intéressent, à voir et à revoir. Donc, je vais pouvoir passer la parole à Jeanne Brett et elle aura l'occasion d'enlever son masque puisque nous sommes vraiment que très très peu nombreux et installés au fond de l'amphi avec les distanciations sociales obligatoires évidemment. Je vous remercie à tous. Bonne causerie. Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement le Saisie pour cette initiative, d'une part les causeries, qui sont effectivement une ouverture sur le monde à la fois de l'entreprise et aussi des actualités qui s'y déroulent, et notamment Héloïse Attet pour cette thématique qui concerne, comme vous venez de le dire, la méthodologie professionnelle. Alors cette méthodologie en matière de RSE, de gestion de projet, d'organisation et de performance industrielle, d'entrepreneuriat aussi, je peux vous en parler parce que j'ai 15 ans d'entrepreneuriat derrière moi dans de différentes structures. Elle est cruciale avec la crise du Covid et les conditions de télétravail en termes de prévention des risques psychosociaux qui sont une des composantes de la RSE. Il y a plusieurs piliers, on va l'aborder tout de suite. Et donc je suis très aussi, en fait, cette causerie intervient à la fois en termes de méthodologie professionnelle sur la RSE et aussi de l'entreprise du 21e siècle. Parce que c'est ce que je vais tenter de vous démontrer. La RSE est un atout de compétitivité, un vecteur d'innovation à bien des égards. Donc pour commencer, je voudrais tout d'abord préciser déjà les termes. Compétitivité et RSE. La RSE, de mon point de vue de chef d'entreprise, est un outil de performance que je comprends ici sous un angle global. C'est-à-dire que c'est un outil de stratégie avant tout,
On est sur l'angle vraiment global des grandes entreprises. Et en termes de méthodologie, je vous le dis tout de suite, ce sont des systèmes de management intégrés qui sont à l'ordre du jour. Donc on est sur une logique de résultats, avec donc des indicateurs homonymes, des indicateurs de résultats. Et cette performance globale de l'entreprise, prise dans sa globalité, doit être mise au service de la compétitivité. Là, on est sur l'angle local, opérationnel, des produits et des services. On est sur la dimension locale, marché, utilisateur, consommateur, et aussi une compétitivité en termes de petites structures, des petites entreprises. Entre les deux, la stratégie, l'opérationnel, la performance, la compétitivité, il existe un angle médian, l'angle technique. Et là, on est sur les domaines des process, des processus, des modes opératoires. Donc c'est ce que certains d'entre vous étudient actuellement en termes de QSE, QHSE également. Et on est sur une logique donc de moyens. Ce sont des indicateurs de pilotage qui sont à l'ordre du jour. Précisément, cet angle technique de moyens est l'enjeu numéro 2, l'enjeu cœur de la RSE, avec ce qu'on appelle les ressources humaines. Il s'agit de trouver précisément pour toute structure, taille intermédiaire, grande structure, petite entreprise, un équilibre entre la mise en œuvre des moyens, logistique, technique, process, outils de tableau de bord, monitoring, etc., et les ressources humaines. L'enjeu numéro 1, c'est la gouvernance. On est sur l'angle, comme je vous l'ai dit, la stratégie globale. Et l'enjeu numéro 3, on est sur l'ingénierie environnementale. Donc là, on est sur des produits biosourcés, recyclables, etc. On va y venir tout de suite. Alors pourquoi cette intervention sur la compétitivité et pourquoi pas sur les process, puisque c'est l'enjeu cœur de la RSE en termes de moyens, de process, de mise en œuvre. Parfois, l'ingénierie industrielle oublie la dimension marché-consommateur. Je dis bien parfois. Et elle se concentre sur la technicité pure, la conformité des produits à des process, à des normes qualité, sécurité, environnement, qui sont des normes de cadrage absolument indispensables dans les métiers ultra techniques de l'industrie. Mais la RSE est moins encadrée que cela. Elle est à la fois globale et locale. Donc pour la vision de l'entreprise, le consommateur, c'est la clé de voûte. Parfois, trop. On se concentre trop sur les produits, la satisfaction du client, et on oublie les partenaires, les ressources humaines, les salariés, les conditions de travail et aussi ses impacts environnementaux. Donc la RSE est là pour pallier aux impacts négatifs des entreprises qui sont trop focalisées sur cette dimension-là. Donc entre les deux, l'enjeu de cette intervention, c'est de trouver l'équilibre entre la RSE, la QSE, QHSE, système de management intégré, la compétitivité au service de la performance globale des entreprises. Donc, je vais vous présenter rapidement notre activité. Nous sommes des facilitateurs de l'intégration de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, vous savez maintenant à quoi correspond le sigle RSE et du développement durable, puisque les deux notions sont intimement liées. Et je vais tâcher de vous le démontrer par des repères historiques au tout début de cette intervention. Donc, nous intervenons auprès des décideurs, précisément, puisque la RSE est une stratégie qui rejaillit à toutes les strates de l'entreprise, en termes de management technique, opérationnel, jusqu'aux opérateurs des tâches quotidiennes. Ce sont bien les décideurs, les responsables, qui doivent initier ce type de démarche. Il peut y avoir des groupements de ressources humaines, des attentes, et on verra que les attentes sociétales sont extrêmement fortes, mais la mise en œuvre, la mise en place, la mise en action des plans, ce sont bien les décideurs qui doivent initier ce type de démarche, à condition de dialoguer avec leurs ressources humaines, leurs fournisseurs, leurs distributeurs, c'est ce qu'on appelle les parties prenantes. On va le voir tout de suite. Donc nous intervenons justement sur 3 niveaux. Nous proposons un accompagnement sur les référentiels de gouvernance RSE.
Donc il y a plusieurs. Je vais tâcher de vous montrer, vous présenter les essentiels, vraiment ceux qui ont créé le consensus, puisque c'est toujours une affaire de consensus, la RSE. Ensuite, nous intervenons sur des formations, des ateliers. Donc, identifier sa démarche RSE, donc, il consiste à aborder l'angle réglementation, normes, labels, déployer sa RSE. On intègre là le système de management intégré précisément sur des high-level structures, le PDCA, bon, certains d'entre vous le connaissent, et ainsi que des techniques de développement international. On intervient aussi sur la création de contenu, et là je vais tout de suite vous raconter un petit peu mon parcours en 1 minute. Moi j'ai commencé en tant que journaliste dans le tourisme, qui est une industrie des services, par le nombre d'acteurs, de filières interconnectées. Et j'ai énormément voyagé. J'ai vu les impacts négatifs de cette industrie, je vous parle de cela il y a 15 ans, sur les pays, pas seulement du Sud, hein, dans toutes les destinations. Et j'ai souhaité m'orienter vers une autre forme de tourisme, une forme de tourisme plus responsable, qui permette aux richesses, puisque c'est une industrie très riche, hein, elle correspond à 10% du PIB mondial, de manière à ce que les richesses bénéficient davantage aux populations locales et aussi à ce que les impacts environnementaux soient maîtrisés. Donc depuis, j'ai créé ma société. Alors j'ai d'abord commencé par coordonner un programme de coopération décentralisée. La coopération décentralisée, c'est l'aide au développement de la France. Donc, ce sont les régions, appuyées par les financements du ministère des Affaires étrangères européennes, qui cofinancent des programmes de développement à l'international. Ce sont des programmes de 2 à 3 ans en général. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à me contacter à ce sujet. C'est vraiment une expérience à la fois qui a été professionnelle et une expérience de vie. J'ai appris à piloter précisément un programme multipartenaire qui a donné lieu à un GIE, de guides, d'éco-guides, d'artisans et de gérants de maisons d'hôtes. On est intervenu à Tananarive, la capitale malgache, et ce programme a réuni une vingtaine de partenaires internationaux, nationaux, avec les filières afférentes, la fédération hôtelière, des guides. On a mis en place un programme de formation, d'accueil aussi des visiteurs, puisqu'on n'oublie jamais la dimension évidemment de produits, d'où la compétitivité. Et voilà, donc c'était vraiment une expérience fondatrice de mes activités. Depuis, je suis restée dans l'entrepreneuriat au sein de différentes structures, des SCOP, SARL, et depuis 5 ans, en tant que présidente d'une petite entreprise familiale, une SAS qui s'appelle Sim Networks. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par la suite. Je ne vous promets pas d'y répondre dans l'heure, mais je vous promets d'y répondre. Alors, il faut que je vous raconte un petit peu l'histoire de la RSE. C'est une longue histoire qui s'accélère ces dernières années en termes de réglementation, d'attentes aussi sociétales. Les attentes sont immenses. Et précisément, en 1972, un rapport, The Limits to Growth, a été publié à l'occasion du premier sommet de la Terre qui a eu lieu à Stockholm, dans le cadre de l'ONU dédié au développement durable. Et c'était la naissance du PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, le sommet de la Terre, c'est un sommet qui a lieu tous les 10 ans. Mais c'est dès les années 60, en 1968, avec la création du Club de Rome, que la prise de conscience a été effectuée par la communauté scientifique. Cette communauté, la recherche, a souhaité répondre aux problèmes de l'évolution du monde et des limites de la croissance économique. On se rend compte, à cette époque, dès les années 60, que les ressources naturelles ne sont pas inépuisables sur la Terre. C'est une réelle prise de conscience internationale qui a généré ensuite les différents sommets de la Terre. Le rapport Brundtland, c'est une étape importante dans l'histoire de la RSE, en ce sens qu'elle donne une première définition du développement durable. Et on va le voir tout au long de cette présentation, la RSE s'appuie et continue de s'appuyer sur les piliers du développement durable. Elle se structure, elle se perfectionne, elle génère de plus en plus de consensus sur les référentiels. On parle de référentiels maintenant. Référentiels, ça comprend les chartes, les labels,
les normes, on va en aborder certaines, mais elles s'appuient toujours sur les 3 piliers du développement durable. Si vous êtes perdu en RSE, appuyez-vous sur ce triptyque, on va voir tout de suite. Mais alors, qu'est-ce que le développement durable? Le rapport Brundtland le définit ainsi. Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc on a 2 concepts inhérents à cette notion. Le concept de besoin, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, je cite toujours la suite de la définition, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité, et l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Qu'est-ce que ça signifie? On a une notion de besoin des personnes démunies qui est plus large que la seule question environnementale. La partie organisationnelle est déjà intégrée dans cette première définition du développement durable de 1987. En 1988, c'est la naissance du GIEC. Donc certainement, beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. C'est le groupe d'experts intergouvernemental, je répète, intergouvernemental, sur l'évolution du climat. Donc il propose, ce sont des évaluations détaillées par des scientifiques. 5 grands rapports ont été émis entre 1990 et 2014. Depuis, il y en a eu des spéciaux, je vais y revenir tout de suite. Ce GIEC a été créé par le PNUE, donc on a vu tout à l'heure qu'il était créé au sommet de la Terre, par le PNUE et l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM. Donc c'est intéressant de voir que le climat s'est associé à les chercheurs du climat se sont associés aux chercheurs du PNUE pour émettre leur rapport. Et celui de 1995 notamment a abouti au protocole de Kyoto. Vous en avez forcément entendu parler. C'est le protocole de Kyoto est un traité international qui a été signé à l'occasion de la COP 3 de 1997. J'arrive tout de suite à la COP. Un traité international visant la réduction de 5% des émissions des 6 sortes de gaz à effet de serre entre 2018 et 2012 par rapport au niveau de 1990. Donc la COP, précisément. Ce traité s'inscrit dans le cadre de la COP, ou Conference of Parties, la conférence des États signataires aussi, on peut l'appeler comme ça. La COP, c'est un organe des Nations Unies dédié au changement climatique. Elle appartient aux conventions internationales, qui sont ensuite ratifiées par les États en traités internationaux. Les traités internationaux, attention, légalement, on passe du déclaratif à la force de l'obligation du droit international. Donc le protocole de Kyoto qui a été ratifié en tant que traité international est légalement opposable. Il faut le savoir. Donc les COP, ce sont des conférences, donc des parties annuelles, organisées par un pays partie, dite de la COP, donc une fois par an. En 2012, près de 200 pays signataires ont ratifié la prolongation jusqu'en 2020 de la durée de vie du protocole du Kyoto. Un accord qui avait été affaibli à l'époque, en 2012, par le retrait de la Russie, du Japon, du Canada, et les États-Unis et la Chine étaient absents. Ce qui fait que les pays signataires, ne représentaient plus que 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc la COP21 a changé la donne, mais depuis ça a rechangé. COP21, dit aussi la conférence de Paris sur les changements climatiques 2015. Pékin signe. Juste après cette COP21, les États-Unis signent. Mais ils se retirent en 2017 avec la présidence qui est désormais partie. Et ils devraient revenir. Ils vont revenir. Mais attention, ce retrait des États-Unis en 2017 n'a pas entravé la mise en œuvre des traités signés par les autres États. Pékin a doublé ses engagements en 2015, il faut le savoir. La Russie, de son côté, elle fait un petit peu bande à part. Elle définit sa stratégie pour respecter ses engagements de l'accord de Paris. Et, très important, en 2015, fin 2015, juste après la conférence de Paris, cette COP21,
Les objectifs de développement durable, on va les aborder tout de suite, définissent 17 priorités. Ce sont 17 objectifs pour le développement transversal horizon 2030 qui ont été adoptés en septembre 2015 par l'ONU dans le cadre de l'agenda 2030. Ils ont pris la suite des objectifs du millénaire. Ce sont 8 objectifs couvrant objectifs couvrant les grands enjeux humanitaires. Désormais, il y en a 30. 17. Il y en a 17 pour 2030, pardon, excusez-moi. Le GIEC, je reviens au GIEC. Le GIEC de la biodiversité est un groupe onusien qui a été créé en 2012 donc pour faciliter la communication entre les décideurs politiques et les scientifiques. A parlé d'1 million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction dans les prochaines décennies. C'était en mai 2019. Le 8 août 2019, un nouveau rapport spécial du GIEC, toujours sur le réchauffement climatique, a mis en exergue la problématique des terres émergées, les problématiques d'agriculture intensive, de déforestation, à l'attention des décideurs. Et le dernier grand rapport du GIEC, en octobre 2018, appelle à limiter à 1,5 degré le réchauffement planétaire. C'est-à-dire que si rien n'est fait, nous atteindrons 1,5 degré de réchauffement climatique de plus par rapport au niveau pré-industriel en 2040. Et nous atteindrons 2 degrés en 2075 avec des impacts irréversibles sur les écosystèmes et la vie sur Terre. Donc, c'est-à-dire que les 5 grands rapports du GIEC qui ont été émis depuis sa naissance, en 1988, se sont multipliés par 2 ces dernières années par rapport à l'urgence climatique. Je termine ce repère, mais c'est une très longue histoire, mais qui pose les bases de la réglementation actuelle. C'est vraiment un préalable incontournable. 1992 a lieu le sommet de la Terre de Rio, sous le terme développement durable. Et là est né l'agenda 21. C'était un premier traité qui a engendré ensuite les COP, les fameuses conférences of parties. C'est un méga plan d'action du développement durable qui a permis de mettre en lumière les 3 piliers du développement durable. Donc la RSE, en termes de définition, elle s'appuie sur le rapport Brundtland et elle s'appuie aussi sur, si vous devez retenir de tête, c'est celle-ci, rapport Brundtland, et le sommet de la Terre de Rio. Parce qu'elle met en lumière les 3 piliers et je vais vous les montrer tout de suite. Voilà. Donc certains d'entre vous connaissent déjà. On a une question. Bonjour. Bonjour. Au sujet des pourcentages que vous avez évoqués pour chaque pays, parce que quand vous avez dit que beaucoup de pays s'étaient retirés, tels que la Russie, le Japon, la Chine, etc., et qu'à la fin il ne restait que 15%. Oui. C'est ça. Vous avez évoqué du coup des pourcents, mais est-ce que du coup depuis le temps où on arrive à faire un tableau avec ces pourcentages, le numéro 1, le leader, malheureusement, de celui qui consomme le plus, est toujours le même actuellement? Est-ce que du coup, ces pays sont toujours restés, même s'ils ont changé leur politique, sont toujours restés leaders malgré eux en consommation? Oui, les pays les plus industrialisés tels que les États-Unis, la Chine, la Russie. Après, ce sont des données qui sont publiées, qui évoluent aussi par politique et par pays. Donc c'est vrai que là, les débats font aussi cours dans la communauté scientifique au niveau du GIEC. Ce n'est pas tranché, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces pays-là qui viennent d'être cités sont les principaux émetteurs, avec l'Europe évidemment, des gaz, les principaux responsables du réchauffement climatique, émetteurs des 6 sortes de gaz à effet de serre. Est-ce que du coup il y a vraiment eu un énorme changement dans leur position, ou le premier depuis 30 ans est toujours le premier malheureusement, même s'il s'engage à changer? Oui, la réduction, il faudrait que je regarde les derniers chiffres, mais oui, on est toujours dans cette urgence. D'accord, ok, parfait, merci. Malheureusement. Donc je le rappelle pour les questions, demandez le micro parce que tout se passe avec l'interaction avec les personnes qui nous regardent en live via le micro.
Mais sur cette histoire, il y aura vraiment, ça fait partie de cours de formation extrêmement. C'est vrai que là, bon, c'est une introduction. Il est extrêmement difficile de tout résumer en 1 heure. Et précisément, je vais avancer. Donc nous avons, voilà, ça c'est la base, le b.a.-ba du développement durable. Le DD, en milieu professionnel, en entreprise, on l'emploie à tour de bras. C'est comme RSE, ce sont 2 sigles qu'il faut connaître par cœur. On a une drôle de bête à 3 pattes, ou plutôt 3 cercles, qui sont, vous le remarquez, absolument identiques et qui s'entrecroisent. C'est-à-dire qu'ils sont interdépendants. Il n'y a pas, vous voyez, le pilier écologique qui supplanterait le pilier social, qui supplanterait le pilier économique. En formation, je donne toujours l'image d'un tabouret à 3 pieds. L'objectif du développement durable, et ensuite des référentiels RSE qui s'y appuient, est de générer une assise la plus stable possible, la plus solide, qui soit la plus durable. C'est ça l'objectif du développement durable. Les cercles, les Grecs considéraient le cercle comme l'astre parfait, le symbole parfait. On y revient à cette démarche de cercle. Et ces cercles, l'air de rien, on signifie une évolution mentale, de culture aussi, dont vous assistez à l'aube qui est précurseur de l'industrie précisément du XXIe siècle. C'est-à-dire, auparavant, les structures de management, précisément, étaient sous forme de pyramides. À la place des cercles, mettez 3 pyramides déconnectées entre elles. Le décideur décide tout seul sur les managers, le décideur stratégique s'appuie sur les managers techniques, qui s'appuient sur les managers opérationnels, etc., jusqu'aux opérateurs à la base de la pyramide. Ça, certaines entreprises fonctionnent encore là-dessus. C'est le système de chef pour cheffer, mais dans le sens autoritaire ou paternaliste. Ça peut être aussi dans les 2 cas. Là, on assiste à de nouvelles formes de management. On parle de système. Moi, je préfère parler de système de management intégré. Il y a aussi tout ce qui... Ils peuvent être attachés au management agile, collaboratif, participatif. On est plus sur des cercles de compétences. Et là, ça change toute la donne. C'est-à-dire que la personne qui est responsable de par exemple, de ce pilier économique, un DAF, une équipe de DAF, de directeur des affaires financières, une équipe, un chef d'entreprise, de petite TPE, PME, un directeur du développement, des finances, etc., etc. Ces personnes-là, ou cette personne-là, fonctionnent par pôle de compétences. Et assez naturellement, en fait, le monde de l'entreprise a évolué vers des entreprises en mode projet, où ce sont des personnes qui se réunissent et qui travaillent sur des objectifs, ensuite des résultats attendus, ensuite des activités. On est vraiment sur la logique du cycle de gestion de projet. Et précisément, le cycle de gestion de projet rejoint les high-level structures, comme que vous devez connaître des normes ISO, le PDCA, le Plan Do Check Act. Tout ça participe de cette même démarche holistique. Et la différence, encore une fois, c'est que l'autorité, elle se fait par compétence. Donc là, c'est une évolution naturelle du management des entreprises. J'ai connu l'ancienne forme, je connais la nouvelle forme, j'ai travaillé avec des jeunes entreprises, mais aussi des personnes plus âgées. La jeunesse d'esprit n'a pas d'âge. C'est vraiment une évolution très très importante. Et précisément, ces 3 piliers le représentent absolument pour ce qui concerne le développement durable et la RSE qui s'y appuie. Alors, cet outil est magnifique parce qu'on peut l'utiliser à toutes les étapes de la vie d'un être humain. Ça peut être un outil d'éducation au développement durable des plus jeunes. Demandez-leur. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le porte-monnaie? Ils vont vous mettre là. Ça peut être un outil de brainstorming incroyable.
Ils vont vous dire des sous, des bonbons, etc. Sur le pilier social, demandez-leur qui sont leurs camarades, avec qui ils veulent jouer. Ils vous indiquent le nom de leurs camarades. Sur le pilier écologique, demandez-leur quel est leur animal préféré. Les petits adorent les animaux. Quel est votre animal préféré? Quelle est votre plante? On peut faire de l'éducation d'ailleurs à la biodiversité. Incroyable. Ça, c'est pour l'éducation à l'environnement et au développement durable. En termes de RSE, on peut utiliser le même outil pour initier une démarche RSE des entreprises. Sur le pilier économique, vous avez les systèmes de management de qualité, la série des normes ISO 9001, etc. Vous avez aussi tous les départements stratégiques de l'entreprise, finance, marketing stratégique, schématiquement. Après, évidemment, chaque entreprise fonctionne aussi en fonction d'un ADN. Une association, par exemple, elle travaillera d'abord sur le pilier social. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque pilier doit être étudié de la même manière, sur le même temps, donc en termes d'activité, de planification, et avoir les mêmes égards. On ne peut pas privilégier un pilier écologique, par exemple la transition énergétique, le système de management de l'environnement, au détriment des autres piliers, à part égale. Ils ont la même forme. Sinon, l'assise du tabouret, là, elle va être bancale, elle va pencher. Donc sur le pilier écologique, là, on est sur les systèmes de management de l'environnement, donc toute la série des normes à la fois environnementales 14001, les normes énergétiques, tout ça, on peut s'appuyer dessus. Le pilier social commence à être très connu en RSE. Souvent, avant, on confondait le développement durable écologie. On confondait l'écologie et le développement durable. Maintenant, les plus grands groupes, je viens de voir publier une annonce de LVMH qui recrutait une chargée mission handicap. Mission handicap. Donc ça implique aussi une dimension stratégie. C'est juste un exemple. Le pilier social, effectivement, le but est de protéger les personnes qui sont plus vulnérables que soi, schématiquement. Ça peut être des personnes éloignées de l'emploi ou ayant des difficultés d'accès à l'emploi, les jeunes, par exemple. Ça peut être des personnes en situation de handicap. Ça peut être aussi des actions, par exemple dans les quartiers prioritaires de la ville. Voilà, tout ce qui est sur le pilier social. Bon, on a tous une compétence spécifique, justement. Soit sur le pilier en termes d'éducateurs chiffrés, économiques, soit justement sur les associations d'inclusion, d'insertion par l'activité économique, soit en termes de performance énergétique pure. Il s'agit effectivement de travailler en équipe avec celle qui est la plus compétente. C'est ça l'enjeu du développement durable et de la RSE dans les entreprises. Donc je termine là, après j'écoute des questions s'il y en a, sinon je poursuis. Chaque pilier a des métriques, ce qu'on appelle les métriques, ce sont les critères qui vont ensuite être mesurés à l'aune des indicateurs afférents. Souvenez-vous, indicateurs de résultats, indicateurs de pilotage. Après, chaque spécificité du management s'intègre dans ces équipes-là. Sur le développement économique, vous avez, donc pilier économique, là on se rapproche de la RSE, ce sont les métriques AFNOR. L'impact sur l'économie locale, l'emploi, l'attention portée aux clients, c'est ce que je vous disais avec la série des normes ISO 9001. En termes de pilier écologique, l'AFNOR parle d'intégrité environnementale. Donc ce sont des critères, ou plutôt des métriques en matière de pollution, d'utilisation rationnelle des ressources, et le projet de loi actuel sur l'économie circulaire entre dans ce cadre. Les déchets, que fait-on des déchets? Biodiversité, écosystème, paysage, patrimoine environnemental. Alors, dès qu'on parle de patrimoine, on se rapproche des interdépendances. Parce que le patrimoine, forcément, un patrimoine sans les humains n'est plus un patrimoine.
Donc là, en termes de patrimoine environnemental, on peut être sur cette partie-là. Vous voyez ? Après, il n'y a pas de bons ou de vrais, de faux, de bons, de mauvais élèves. Il s'agit toujours de chercher le consensus au sein des équipes compétentes, d'experts, pour bien délimiter justement les critères. Et chaque entreprise, chaque structure a sa propre façon de faire. Il n'y a pas de règles établies, mais il existe des référentiels, et je vais vous les montrer, qui doivent être suivis. Je termine. Patrimoine environnemental, construction écologique aussi, hein, évidemment, sur ce pilier-là. Sur le pilier social, c'est ce que je vous disais, on est, et l'AFNOR le décrit ainsi dans ses métriques, en termes d'équité sociale. Donc il s'agit des conditions de travail, protection des travailleurs. Là, on est sur les systèmes santé-sécurité au travail. Hygiène, sécurité, accessibilité, patrimoine culturel. Elles rejoignent aussi les préventions des risques psychosociaux, qualité de vie au travail. Les voici ici. Je suis sympa, je vous les ai mises. Est-ce qu'il y a des questions ? Je poursuis. Juste pour préciser, alors impact sur l'économie, je vous en précise quelques-uns. L'impact sur l'économie locale, on peut parler de circuits courts. On a vu l'émergence des circuits courts avec la crise du Covid, les livraisons à domicile, des marchés, des commerçants qui essayaient de poursuivre leur activité. On peut parler en termes d'emplois locaux ou territoriaux. L'emploi local est aussi un métrique du développement durable, RSE. Là, on est entre les deux. Métrique du développement durable, on est déjà sur le B à bas de la RSE. Les pollutions, ce sont plutôt les matières dangereuses ou très impactantes négativement sur l'environnement. L'utilisation rationnelle des ressources, là je suis sur l'intégrité environnementale, on est sur aussi l'analyse du cycle de vie, les normes, on est sur la phase amont, tandis que les déchets, on est sur l'analyse du cycle de vie en aval, plus en aval. Le patrimoine environnemental, par rapport à la biodiversité, écosystème, paysage, ce sont plus les zones sensibles à protéger. Il y a un reportage qui est passé récemment sur les montagnes. La fonte des glaciers inquiète. Il y a également les problèmes d'érosion du littoral, notamment sur le nord, la baie de Somme, de la France, la Normandie, qui sont très très fragilisés. Bon, j'avance là-dessus. Oui, ça va très vite. Donc là, on arrive à la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, sociétale ou sociale ? Mais je préfère sociétale, parce que comme je vous l'ai expliqué, le triptyque est à la fois du social, de l'écologie, de l'économie. On est sur le système de management de l'environnement, système de management de qualité, système de santé et sécurité au travail. Il faut le comprendre de manière égale. Donc si on parle de responsabilité sociale, on a l'impression que là, on est uniquement sur le pilier social. Donc c'est d'ailleurs dans le langage courant, c'est ce qui reste. Et quand on parle de sociétal, souvent on se dit mais qu'est-ce que c'est que le sociétal ? Eh bien c'est ça le sociétal. Et si vous arrivez à comprendre ce fameux tabouret, ces fameux triptyques, comment fonctionne le tabouret, vous allez être en capacité d'analyser n'importe quelle communication de n'importe quelle entreprise, qu'elle soit grande ou petite. Vous allez vite voir si elle est en déséquilibre sur un pilier social, ou sur un pilier environnemental, ou sur un pilier économique. Ça peut arriver aussi, les petites entreprises qui se jettent à corps perdu sur le développement durable, mais qui en oublient aussi la notion de performance, de compétitivité de leurs produits. Donc c'est vraiment un équilibre. Donc je vous le cite rapidement, vous le retrouverez sur le ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, économiques, donc j'invente rien, dans leurs activités, les actions, très importantes, et dans leur interaction avec les parties prenantes, sur une base volontaire, énoncée plus clairement, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Donc c'est pour ça que ne pas comprendre la RSE comme l'intégration dans ses actions, c'est-à-dire ces activités, ça peut être de la tâche à faire en 1 heure jusqu'à business model sur 3 ans. C'est vraiment intégrer ces objectifs, ces métriques dans
La formalisation de ces documents cadres, le business model, on parle d'éco-business plan maintenant, les plans d'action, jusqu'aux outils de planning, contrôle, de planification, etc. Des outils de suivi monitoring, très importants dans la mise en œuvre. Alors l'ISO 26000 de l'AFNOR, je le passe assez rapidement parce que je sais que certains d'entre vous l'étudient, les étudiants QSE en option RSE. La responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et l'environnement, qui contribue au développement durable, je poursuis la définition de l'AFNOR, prend en compte les attentes des parties prenantes, respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement, est intégrée dans l'ensemble de l'organisation et mise en œuvre dans ses relations. Donc parties prenantes, il faut le comprendre comme les responsables managers, les salariés, également les intérimaires, les sous-traitants, ce sont des parties prenantes internes de rapprocher de l'entreprise, d'une entreprise ou d'une structure, entreprise-organisation. Et les parties prenantes, sur sa sphère d'influence, ce sont les fournisseurs, les distributeurs, les contributeurs occasionnels. Bon, j'avance parce que je vois que l'heure tourne. Ce qu'est et ce que n'est pas la RSE. La RSE n'est pas le fait de protéger seulement l'environnement naturel. Les enjeux climatiques sont primordiaux, cruciaux, urgents, mais ce n'est pas de la RSE. Sinon, c'est de l'écologie, c'est de la transition énergétique, ce n'est pas de la RSE. Toujours cette notion d'équilibre. La RSE n'est pas non plus le mécénat. Pourquoi ? Le mécénat, le président c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la Fondation de France qui a dit RSE et mécénat sont deux notions sœurs, mais pas jumelles. Et oui, parce que le mécénat est proche de la philanthropie dans le fait de donner une action désintéressée. Or, la RSE consiste à ramener aussi à soi les bénéfices de ces activités, puisqu'elle est bénéfique en termes d'innovation, de management, de maintien des équipes, de motivation. On sait que le problème de la mobilisation, de la motivation, en plus avec le télétravail, devient crucial. Donc c'est quelque chose, c'est comme si on sous-traitait sa RSE. Le fait de donner, par exemple, un chèque à une association, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, ce sont justement des notions sœurs qui peuvent se compléter, mais ce n'est pas de la RSE. Et donc la responsabilité sociétale, autre idée réussie, ne repose pas intégralement sur les entreprises. Statut n'est pas vertu. Une association, quelle que soit sa mission aussi honorable qu'elle soit, doit aussi prendre en compte dans ses systèmes de gouvernance, de management, ce triptyque. Idéalement, ce sont des choses à prendre en compte. Je vais avancer. Et alors, la RSE, c'est une vision de long terme. Je vous disais, la stratégie, diriger, c'est décider, c'est aussi anticiper vers le consensus. Je ne cesserai de vous le dire, un équilibre entre les trois piliers du développement durable. Et là, on arrive dans la partie technique et méthodologique, c'est aussi de créer une culture de l'évaluation dans les entreprises. Très peu d'entreprises s'évaluent, même révisent leur business model, je parle des petites structures notamment. Il faut avancer sur cette façon de s'évaluer, de suivre une courbe de critères, d'indicateurs, de voir comment progressent les activités sur l'un ou l'autre aspect. C'est la notion de progrès continu. La FNOR, l'ISO 26000, parle d'amélioration continue. Bon, j'avance. Ça va très vite. Bon, les repères réglementaires, je vais passer très vite là. C'est la loi Grenelle qui a impulsé la notion de reporting sociétal. Cette obligation pour les SA et les entreprises cotées, SA, SCA, dont le bilan annuel était supérieur à 100 millions d'euros. Maintenant, ça a changé avec la loi de la transition énergétique et de la croissance verte. C'est l'obligation de déclaration de performance extra-financière. Si vous voulez étudier, analyser comment est une entreprise RSE, allez voir, de taper le nom de l'entreprise et ce fameux DPEF, déclaration de performance extra-financière. C'est le reporting social, le rapport RSE, qui doit
suivre des règles très très précises. Et ça, en formation, je l'explique, quels sont tous les critères. Notamment, alors c'est le cas de cette DPEF, je vous donne la dernière version. Elle concerne donc des grands comptes, cotés ou non cotés, mais ayant des gros effectifs, un énorme chiffre d'affaires, en termes d'obligations, je parle. Les informations, elle doit mentionner des informations sociales qui concernent l'emploi dans l'entreprise, les modalités d'organisation du travail, la sécurité, la santé, la formation, le dialogue social. Le fait de rendre incompétent un salarié peut être sanctionnable au regard de la loi. Il faut que les salariés puissent monter en compétences. La formation, c'est pour cela qu'on appelle la formation professionnelle continue, c'est qu'elle a lieu tout au long de votre vie, de sa vie. C'est une obligation. C'est une obligation. Les informations sociétales. Alors là, c'est la loi qui le définit ainsi. Elle se rapporte à l'égalité du traitement homme-femme, traitement salarial, comprenez, à l'insertion des travailleurs handicapés, aux mesures antidiscrimination, à l'impact sur le développement et les emplois locaux, ce que je vous ai dit, ça rejoint les métriques de l'AFNOR, mais aussi aux relations avec les parties prenantes. Donc, il s'agit de bien identifier déjà quelles sont les parties prenantes de son entreprise. Mais c'est extrêmement productif en termes de stratégie. On se rend compte que tel fournisseur ou tel distributeur, quels sont les axes de progrès qui pourraient permettre d'améliorer les relations, les conditions de travail et donc aussi la performance des produits sur le suivi qualité, etc. C'est vraiment, ça peut être très productif pour les entreprises et ça l'est. Les informations environnementales, enfin, ce sont toutes les actions de développement durable, on y revient toujours, relatives à la préservation des ressources et de la biodiversité, la lutte contre la pollution, le réchauffement climatique, l'économie circulaire, conformément au processus de transition énergétique. Et là, la réglementation est en train d'augmenter aussi largement. Alors, il existe des agences de notation extra-financières. En France, Vigeo, Eris font référence avec le label Lucie. Le label Lucie était pendant un long moment partenaire de l'ISO 26000. Ils ont une dimension plus d'accompagnement progressif, par étapes, par paliers successifs. Donc les petites structures, mais aussi les plus grandes, ont bien aimé cette dimension-là. Maintenant, l'ISO 26000 accompagne aussi sur un autre label. Je vais avancer sur les référentiels. Donc les objectifs de développement durable depuis 2015, ce sont eux qui font référence. Vous avez, et les entreprises s'en servent de plus en plus. Oui. On a une question. Juste, désolé, c'était sur la slide d'avant avec le rapport RSE et notamment la déclaration de performance extra-financière. Donc c'est une déclaration, donc ça répond bien à un des critères, un des enjeux de la RSE qui est notamment la transparence. Oui, tout à fait. Mais à quel niveau est-ce qu'on peut considérer que cette déclaration de performance, elle est positive? Parce qu'il me semble que dans l'ISO 26000, qui est le guideline, il n'y a pas un des guidelines qu'elle n'est pas certifiable et qu'on n'a pas de niveau minimum. C'est par rapport à des objectifs qu'on se fixe nous-mêmes. Donc si l'objectif il est bas, on va l'atteindre, mais c'est pas parce qu'un objectif est bas qu'il est bon. Et à quel niveau de performance est-ce qu'on peut considérer qu'effectivement on a quelque chose qui est en rapport avec de la RSE réellement? Oui, on est encore dans, je vous remercie pour votre question, on est encore dans l'audit interne, l'autocontrôle ou le contrôle par ses pairs. Mais c'est une vraie question philosophique, ça, de savoir qui est l'organisme certificateur de l'organisme certificateur. Des chercheurs en anthropologie, en sociologie avaient étudié cette question, à savoir qu'est-ce qui est au-dessus d'un label, un organisme certificateur, qu'est-ce qui est au-dessus d'un organisme certificateur. Vous avez le COFRAC, LNE. Qu'est-ce qui est au-dessus du LNE? Vous avez l'État. Qu'est-ce qui est au-dessus de l'État? Mais l'État, c'est nous. Donc en fait, c'est toujours une somme de parties prenantes qui, effectivement, alors les évaluateurs, les agences de cotation extra-financières, elles sont compétentes justement dans le suivi des indicateurs. Vous avez notamment l'AVISE pour les indicateurs sociaux qui a bien identifié, mais précisément. Et elle travaille aussi avec des chercheurs. On est en train de rendre un petit peu ces lettres de noblesse aux sciences humaines dans des professions qui étaient jusque-là uniquement réservées aux sciences très techniques et à la finance.
Parce que quand on regarde au niveau de l'ISO 26000, il y a d'autres normes qui sont recommandées. Je pense notamment à la 9001, la 45001, la 18001. Et celles-ci sont certifiables, elles sont recommandées, mais elles ne sont pas obligatoires. Donc je me demande à quel endroit est la limite et la frontière, puisqu'on a des ISO recommandés qui sont certifiables, mais l'ISO référence de la RSE n'est pas certifiable. Tout dépend de la politique, merci. Tout dépend de la politique RSE de l'entreprise et donc de l'industrie, du manager et du comité de management stratégique qui pilote. Il y a j'ai perdu le fil de ma pensée. Votre question, c'est à quel moment est-ce qu'on peut recommander des ISO qui sont certifiables, mais pas avoir une ISO certifiable? Un des principes, et je vais y venir tout de suite, de l'ISO 26000, je vais passer vite, quitte à revenir. Je vous ai mis là tous les référentiels vraiment internationaux qui sont aussi rattachés à l'ISO 26000. Il faut savoir que le label engagé RSE, il se réfère aussi à ces référentiels-là. Voilà. L'idée de la RSE, c'est d'aller au-dessus de la loi. Donc c'est quand même une démarche volontaire, même s'il y a des obligations de reporting sociétal. Et là, vous prêchez une convaincue. Qui est plus capable d'évaluer une politique RSE alors c'est toujours par pôle de compétences en fait. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça le sens de l'histoire quelque part, de l'évolution des systèmes de management intégrés et de gouvernance des entreprises. Mais c'est d'aller au-dessus des 7 principes de l'ISO 26000, avant même les questions centrales. On va y venir aux questions centrales. Rendre compte. Ça, c'est surtout en termes de... rendre compte, on est sur la notion de redevabilité, c'est-à-dire qu'il faut prouver ce qu'on avance. Et là, c'est déjà un terme de garantie, entre guillemets, pour des certificateurs, pour des évaluateurs, que ce soit aussi en interne comme en externe. Rendre compte, c'est-à-dire qu'il faut prouver... vous indiquez, vous avez fait tant de formations pour vos salariés, pour vos groupes de salariés. Eh bien, ça peut être par exemple le nombre de formations, le nombre de modules. Là, on est dans les indicateurs objectivement vérifiables en termes de process, de méthodologie, notamment dans le développement international, on utilise ça, indicateurs objectivement vérifiables. Et les feuilles d'émargement sont des indicateurs et sources et des moyens de vérification. Là, on est dans le rendre compte. C'est toute trace écrite. Et plus vous verrez la façon dont les rapports sociétaux, c'est pour ça que je vous parlais de la déclaration de performance extra-financière, la façon dont sont rédigés ces rapports, plus vous aurez déjà des indicateurs très fiables pour savoir comment est vraiment mise en œuvre cette politique RSE. Parce que c'est une stratégie RSE, c'est avant tout aussi une vision de l'entreprise, une vision long-termiste et une politique ensuite qui rejaillit sur tous les niveaux de l'entreprise, qui doit être toujours initiée par le chef d'entreprise, par les comités de directeurs stratégiques, puisqu'ils ont une vision globale. C'est dans leurs compétences, toujours, les compétences. La transparence. Alors, je voudrais surtout faire un point là-dessus. La transparence, ce n'est pas se mettre à nu. Beaucoup d'entreprises et non-entreprises aussi, acteurs publics, craignent la transparence. Ils ne devraient pas. La transparence, c'est un gage de sécurité. Elle signifie quoi, cette transparence? Elle ne remet pas en cause le secret des affaires, les règles juridiques, les contrats, propriété intellectuelle. Il s'agit avant tout de respecter la loi et d'aller au-delà de la loi. Donc bien évidemment, on ne va pas trahir les secrets industriels qui sont cruciaux pour les industries. Il s'agit de mettre à égalité le niveau d'information pour des personnes qui ont le même niveau de responsabilité. Et cette transparence, elle peut résoudre bien des conflits, elle peut servir d'outil de médiation dans le cas où, ce qui est très fréquent dans toutes les entreprises et même dans les associations, avec qui j'ai travaillé, c'est quand les fiches de mission, les fiches de poste ne sont pas très claires. Il y a des tâches qui se chevauchent, etc. Ça, on est sur la transparence. Au moins, si chaque personne a accès au même niveau d'information et sait précisément quel est son périmètre d'action, quels sont ses volets d'activité à exercer, on est sur... ça permet
On est sur la prévention des risques, les risques psychosociaux, on est sur la prévention des conflits. C'est vraiment, la RSE est aussi un outil de médiation très important, et donc de bien-être, d'innovation et de performance économique. Je vais avancer là, parce que je vois qu'il est déjà l'heure. Il faudra que je revienne, là j'ai encore 3 heures. Bon, alors voilà, là je vous l'ai mis. Vous avez la gouvernance, les 7 questions principales, 46 domaines d'action. Alors ce sont des domaines d'action qui peuvent déjà être engagés, on peut très bien les formaliser comme objectifs. Améliorer les conditions de travail, la protection sociale. La due diligence, en fait, c'est le respect, respect des affaires, la façon dont on se parle. C'est pas toujours... c'est souvent le cas. Voilà, je voudrais quand même passer aux exemples. Parce qu'on est quand même sur la compétitivité. Alors, un des grands enjeux, je vous ai dit dès le début, de la RSE, c'est la gouvernance. Il y a à la fois, la RSE doit répondre aux attentes sociétales fortes en termes de participation dans les processus de décision, en termes de financement participatif, par exemple, de transparence, on vient d'en parler. On a un renversement de perspective, comme je vous disais, qui passe des pyramides à une autorité de fait, parfois héritée, parfois cooptée, à une autorité de compétence. Là, on change de levier d'action. Et les enjeux en termes de gouvernance, c'est de passer de la globalité. On a vu de toutes ces sphères, là, l'ISO 26000, le tabouret à 3 pieds, avec l'ISO 26000, il a 7 pieds, cette question centrale, en gros. Comment passer du global au local, c'est-à-dire aux tâches quotidiennes, du long terme au court terme. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très fort. Et les systèmes de management intégrés qui peuvent conduire vers un référentiel partagé, donc ceux que je vous ai très très rapidement présentés, peuvent y parvenir. Second enjeu, ce sont les ressources et les moyens en termes de performance, de méthodologie. Il y a aussi la compétitivité et l'ingénierie pure, les technologies au service de la performance produit, etc. Bon, j'avance aussi, et ce sont des produits et des services performants économiquement, socialement, sur l'environnement. Donc économiquement, c'est quoi un produit performant, donc compétitif? On parle de diversification. Moi, je suis pour et en même temps pas pour. C'est un choix de l'entreprise de le faire. On parle de produits avec des gammes spécifiques diversifiées, variées. Bon, c'est le cas des forfaits mobiles. Ou à l'inverse, centré sur un savoir-faire, une qualité. On est sur toujours l'argument différenciant. Eh bien, par exemple, il y a une entreprise du textile, je vais en parler, qui est une entreprise du patrimoine vivant et qui est spécialisée dans les corsets, dans le corsetage des femmes, qui a valorisé cet unique savoir-faire, cet artisanat, cette de qualité, pour ensuite créer du chiffre d'affaires. Donc là, en termes de RSE, c'est qui le patron? Alors, c'est un renversement aussi de perspective. C'est un très bon coup marketing, mais qui est engagé RSE, comment dire. C'est-à-dire que là, les consommateurs, le lait, on n'est pas sur justement cette argumentation différenciante en termes de qualité unique, de valeur, de produits, de prix cher, puisque unique et rare. C'est la rareté qui crée le prix aussi, la cherté du produit. La sonde spatiale NASA, on sait qu'elle est évidemment hors de prix. Le lait doit se différencier d'une certaine façon. Comment a choisi cette marque-là de se différencier? Eh bien, elle a fait appel aux consommateurs dans ses comités de pilotage marketing stratégique jusqu'à élaborer la grille de prix. C'est-à-dire que là, au lieu des focus group, les réunions de consommateurs habituelles, ils ont été jusqu'à déterminer comment faire vivre décemment un producteur. Donc c'est une marque qui monte, qui est en train de se diversifier. Et vous voyez, en fait, ils ont repris, même en termes de communication marketing, tous les codes du label Max Havelaar.
Le café équitable, c'était un petit peu le pionnier du commerce équitable, en tout cas en termes de marketing, et aussi de résultats concrets. Donc voilà, ils ont élaboré un cahier des charges, mais presque comme une convention multipartite. Là, on est dans le dialogue des parties prenantes. Là, on est dans le respect des fournisseurs et avec aussi l'accord des consommateurs. Là, c'est une vision globale et qui rejaillit jusqu'à produits compétitifs qui se vendent et ils sont en train d'élargir toute leur gamme. Bon, voilà. Sur la coopération décentralisée, je vous en ai parlé. C'était un GIE avec des formations. Le cadre logique, c'est ça. C'est un outil de gouvernance RSE qui peut s'intégrer dans les high-level structures PDCA. Voilà. En fait, il s'agit de mixer les deux. C'est ce que je propose, c'est ce qu'on propose dans l'accompagnement des décideurs. Avec comment on formalise une stratégie RSE. On peut reprendre tous les référentiels dont je vous ai parlé, bon, très très rapidement, hein, avec les objectifs de développement durable. Il y a aussi les GRI, Global Compact, le FQM qui est très très utilisé dans les entreprises, des petites structures. Et on intègre ces critères-là dans la logique d'intervention. On indique, comme son nom l'indique, les indicateurs de pilotage objectivement vérifiables, ça veut dire avec des données chiffrées. Et même si c'est de la formation, je vous ai donné un exemple tout à l'heure, vous pouvez très bien quantifier le nombre de personnes qui vont être formées, par exemple, en une année. Et je termine, voilà, on est avec des enjeux de pression sociétale. 6 consommateurs sur 10 des pays du Nord achètent une marque pour ses prises de position sociétale. C'est un sondage qui a été réalisé il y a 2 ans. À mon avis, les chiffres ne feraient qu'augmenter. Je crois que c'est bon. J'aurais pu faire très plus. Oui, alors merci beaucoup. On peut remercier chaleureusement Jeanne Brett pour son intervention. Merci à vous de nous avoir suivis via le live. Vous avez la possibilité de récupérer le support en envoyant une demande à causerie au pluriel idfc@saisie.fr ou simplement revoir la causerie dès demain sur la chaîne YouTube, la playlist Les Causeries Saisies, où vous retrouverez également plusieurs autres replays de causeries passées. Merci à tous, en vous souhaitant un bon après-midi. La semaine prochaine, on va passer, si vous voulez bien passer le programme, on va vous proposer une causerie sur... si on arrive à voir le... Non, c'est la dernière. Petit bug pour ceux qui n'ont pas le programme. Bon, on va juste... Bon, c'est pas grave, vous pouvez retrouver le programme donc, sur les réseaux ou sur... Attendez, je vais vous dire le titre exact, je ne voudrais pas me planter sur le titre. Voilà, donc le titre c'est l'agilité au cœur de la transformation digitale. Donc avec Monsieur Métias qui vous parlera donc de ce sujet très intéressant. Prenez soin de vous. Merci à tous. Il y a eu quelques petits bugs sur les iPhones apparemment, sur la diffusion sur les iPhones. On va y remédier évidemment le plus vite possible. Merci à tous. Au revoir.